Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Guérite TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Bienvenue dans ce dernier numéro de votre émission Les Grandes Contradictions pour le compte de l'année 2022. Amis internautes de Guérite TV Monde, vous aurez donc la chance dans un instant de voir certains visages. Il s'agit bien de nos techniciens maison, Alphonse Boton, Kabiru Adjadi, Patrice Aéronton et d'autres figures, pourquoi pas, c'est-à-dire du service technique jusqu'au service commercial. Je suis déjà ce matin ou cet après-midi avec les débatteurs. Un an après, nous sommes encore là. Nous sommes là, oui, nous sommes là. Bonjour, Shamsdine Badaro. Bonjour à tous. Nous sommes là et nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir conduits, sains et saufs, pour cette bonne ambiance qui a régné sur ce plateau durant toute l'année. Une ambiance organisée souvent par le vieux père Gaspard Adamossi. Il n'organise rien, ça vient naturellement. Bonsoir à tous. Et j'espère que ce n'est pas seulement une année, on passera ensemble, on passera beaucoup d'années ensemble. Et toujours dans la bonne humeur, par la grâce de Dieu, bien entendu. Inch'Allah. Gaspard Adamossi, je reste avec vous. Une semaine déjà que la campagne électorale a démarré. Quelle appréciation faites-vous? Oui, déjà une semaine, n'est-ce pas, que la campagne électorale a été lancé déjà une semaine, donc qu'en principe, on a débridé les candidats et les listes, et généralement, ce sont les chevaux qu'on débride. Mais sur le terrain, moi, j'ai particulièrement comme l'impression que la véritable campagne électorale n'a pas encore démarré. Ça peut être une impression, parce que le mode opératoire qu'on connaissait aux partis, aux candidats avant, j'ai l'impression qu'on n'a plus ces modes opératoires ou ce mode opératoire. De plus en plus, j'ai l'impression que c'est peut-être des contacts directs, des contacts de proximité, mais on n'a plus droit aux meetings au niveau des quartiers, au niveau des arrondissements, au niveau des communes. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas connu beaucoup. Et au niveau également des affiches dans les grandes villes, je crois qu'à Cotonou, on en trouve un peu moins à Porto-Novo, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est un problème financier. C'est possible que ce soit un problème financier, mais ça m'étonnerait parce que quand vous prenez quand même les deux grands partis, ils ont bénéficié quand même du financement public. Et quand vous prenez les FCBE, je pense qu'ils ont également bénéficié des fonds publics. Je ne dirais rien par rapport aux démocrates, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils vont puiser ou d'où est-ce qu'ils puisent de l'argent. Mais de toutes les façons, peut-être que les gens attendent la dernière semaine pour véritablement se lancer dans la campagne, pour ne pas s'épuiser. Mais j'ai senti que les gens étaient beaucoup plus actifs avant que la campagne ne se lance. Et quand la campagne est arrivée, on a comme l'impression qu'il y a quand même... Bon, c'est vrai qu'on a quelques affiches où on voit des candidats faire les beaux gars sur les photos, mais je ne sais pas si c'est ça qui va permettre aux électeurs d'aller vers eux. Il y a aussi également pas seulement des beaux gars. Il y a des... Non, permettez que je le dise. Il y a des images qui nous dérangent également. Ah, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Achille Rousseau, dans votre fief là-bas, comment ça se passe? Où est-ce que vous appelez mon fief? Si on arrive à déplacer les gens d'Adjara pour avoir un coup par exemple, donc Non, il faut dire, le constat est le même partout. Le constat est le même. On ne sent pas la fièvre électorale d'antan. On ne sent pas les mouvements de voitures, les grands déplacements dans les grandes villes ou sur les grands artères des villes.
on sent que les partis politiques et les candidats ont peut-être changé de stratégie, parce qu'on ne dira pas qu'ils ne sont pas en campagne. Et on constate qu'ils ont peut-être priorisé les contacts individuels ou ce qu'on appelle en anglais les focus groups, de petits groupes dans les quartiers, dans les maisons, pour plus atteindre les cibles et les objectifs que de réunir la foule. Parce que, vous savez, dans les grands regroupements, c'est vrai que ça a aussi son effet, hein, parce que, bon, qu'on le veuille ou non, il y a toujours des indécis. Et c'est grâce à ces grands regroupements qu'on arrive quand même, avec la grande foule, à faire effet sur certains, à montrer que, ben, bon, c'est tel candidat ou tel parti politique qui draine plus de monde. Ça peut peut-être aussi jouer. Mais c'est aussi bon quand même, hein, d'aller expliquer, hein, au plus près les préoccupations, les projets que l'on porte, le projet législatif que va défendre ou que défend le candidat avec son parti, et pour expliquer quelle sera la gouvernance de la 9e législature, parce que vous savez tout ce qui a été dit sur la 8e législature, et chacun donc veut montrer qu'on va changer un peu peut-être les choses. C'est peut-être ce qui explique cette morosité que nous constatons dans le déroulement actuel donc, de cette campagne. Nous attendons quand même de voir comment ça va se passer pendant la deuxième semaine. Vous allez aussi constater que les médias ne sont pas trop sollicités par les partis et les candidats. Alors que moi, j'ai bien envie que les gens fassent campagne à haute voix, que les gens... Parce que, vous savez, quand ce que vous appelez les focus groups, ce que vous appelez les rencontres dans les quartiers, ça ne permet pas que les gens déroulent leur projet de législature. Vous savez, c'est les grands électeurs qui ont l'écoute et qui ont la compréhension de ces genres de choses. Quand c'est de proche en proche, les gens dévient des grands sujets. Les gens sont capables d'aller dire tel n'est pas de la localité, tel n'est pas... Donc, c'est le discours que les gens tiennent dans les maisons. Ce n'est pas le discours officiel que les gens tiennent quand ils sont en public. On a envie que les gens viennent nous dire, quand nous serons à l'Assemblée nationale, voici ce que nous voulons dérouler. Voilà ce que nous avons comme projet ou proposition de loi. Et voilà ce que nous avons au niveau du contrôle de l'action gouvernementale. Mais on n'a pas envie, quand les gens vont dans les maisons pour dire ne votez pas pour tel, il n'est pas de telle localité, ou bien le papa de tel est un voleur, il ne faut pas le suivre, ou parce que tel fils. Voilà ce que les gens disent de proche en proche. Donc, en dehors de ces genres de campagne, on a bien envie que les gens montent beaucoup plus au créneau sur le plan médiatique et que les gens tiennent de grands meetings et qu'ils expliquent véritablement à la population, en tout cas à ceux qui peuvent comprendre ce qu'ils ont envie d'aller faire à l'Assemblée nationale. Et je crois que ça manque pour l'instant au niveau de la campagne. Peut-être que la dernière semaine permettra de corriger ça, je n'en sais rien. Oui, Achimzou. Oui, mais vous savez aussi que de plus en plus, depuis l'avènement de la rupture, il y a quand même un serrage au niveau des dépenses, non, des dépenses liées aux élections. Et par rapport à ça, je crois qu'il y a un cadrage à respecter par chaque parti en termes de dépenses sur le terrain. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, tout le monde a peur. Tout le monde a peur donc de tomber sous le coup de la loi et de ne pas être rattrapé par ci ou par ça. Et donc, est-ce que ça là aussi n'explique pas pourquoi les gens prennent du temps à aller au contact peut-être des populations ou de leur base pour aller parler, parce que les déplacements, c'est beaucoup d'argent. Il faut mettre tout au moins de carburant dans les véhicules. Il faut assurer qu'on appelle, ne serait-ce que la journée, hein, donc de ceux qu'on va emballer dans ces déplacements. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand on parle de la communication, c'est vrai qu'il faut vraiment associer les médias, parce que c'est dans les médias qu'on saura effectivement ce que chacun propose. Et c'est par rapport à cette déclaration publique qu'on pourra faire le débat sur tel ou tel candidat ou tel parti. Bon, mais bon, je ne saurais dire pourquoi ils ont fait cette option d'aller plus vers les populations à la base que de faire la campagne dans les médias. Bon,
on a encore une semaine, peut-être qu'ils ont peut-être divisé le temps de campagne en deux. Et on va voir quand même, et on aura le temps d'apprécier à la fin le déroulement de la campagne de façon globale. De façon globale, Gaspard Gamossi, Saleh des ministres, Léandre Ngwedi, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Léandre Ngwedi, le porte-parole du gouvernement, a donc donné des détails. Selon vous, est-ce que ces détails rassurent? Ça peut rassurer, je ne sais pas. Ce n'est pas trop tôt, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que depuis l'avènement de la rupture, c'est le deuxième mandat, hein. Depuis l'avènement de la rupture, il y a beaucoup de rumeurs où on dit qu'il y a tel ministre qui est à 16 millions ou 18 millions, il y en a qui sont à 10 millions ou ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a laissé dire, on a laissé faire, et je crois que je ne sais pas ce qui a justifié cette sortie récente du porte-parole, et qui, à mon avis, n'a pas totalement clarifié cette situation. Si on laisse tout ce temps-là et que c'est aujourd'hui qu'on vient nous dire qu'en réalité que rien n'a changé, que c'est le décret de la période qu'on appelait, comment on l'appelait, comment? De la refondation. De la refondation. Il y avait le changement, c'est après le changement qu'on a eu la refondation. Je crois que ça date de la période du changement. Donc si c'est ça qui a continué jusqu'au niveau de la rupture et qu'on a mis tout ce temps pour expliquer, pour clarifier. Maintenant, peut-être que des gens ont oublié le décret, il faut qu'on nous publie le décret pour qu'on ait une idée quand même de ce que nos ministres, finalement, oui, qu'on nous rafraîchisse quand même la mémoire. Parce que j'ai l'impression que... Ailleurs, on connaît ce que gagnent même ce que gagnent les chefs d'État, on connaît. Mais chez nous, apparemment, bon, vous savez, de vous à moi... Même dans le même foyer, le mari ne veut pas que la femme pas faire savoir son salaire et vice-versa. Dans un couple, on comprend. Et quand on gagne 20 millions, on ne veut pas apparaître à la télé parce qu'on se dit que... Ce n'est pas forcément les créanciers, on se dit que les parents vont avoir le regard dans ce que vous avez. C'est peut-être culturel, je n'en sais rien, mais au moins pour la transparence, parce qu'ils sont dans la gestion de la chose publique, au moins pour ça, c'est important qu'on sache. Et les tests imposent aux ministres, ou en tout cas ceux qui ont une fonction officielle, de déclarer leurs biens avant d'entrer en fonction et de le déclarer à la sortie des fonctions. Mais combien de Béninois? Combien de Béninois? Non, écoutez, il faut qu'on ait des éléments de comparaison. Quand vous allez faire une déclaration de biens en catimini, au début et que vous le faites en catimini à la fin, comment voulez-vous qu'on ait des éléments d'appréciation? Voilà, on n'a pas d'éléments. C'est comme s'il n'y a pas de déclaration finalement. Oh non, pardon. Mais je suis d'accord avec l'analyse de Gaspard, mais il y a un aspect sur lequel je voudrais quand même que nous comprenions. Hein. La déclaration de biens, ce n'est pas à la télévision que ça se fait. Hein, c'est devant, je crois, la cour. Non, je n'ai pas dit que c'est devant la télévision. Même si ça se fait devant la cour, la cour des comptes ou la cour suprême, il faut qu'on donne la possibilité aux citoyens d'aller consulter. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là aujourd'hui? Moi, c'est là où je fais mon débat. Je serai d'accord si vous situez le débat à ce niveau, parce qu'effectivement, il faut... puisque nous sommes dans la gestion de la chose publique, permettre à tous citoyens... Mais si nous allons dans les archives, je crois que le président Kérékou l'a fait avec certains de ses ministres. Et aujourd'hui, je crois que si on va dans les archives, on peut identifier le nombre de parcelles que Mathieu Kérékou a dans Cotonou ou ailleurs dans le pays. Donc, il faut que les gens donnent ce genre d'exemple. Non, mais est-ce que aussi le président de la République n'en a pas fait une exigence de sa gouvernance? On fera peut-être... Non, c'est des tests de la République qu'il faut simplement appliquer. Ce n'est pas au bon vouloir d'un chef d'État qu'il faut le faire. Non, je suis d'accord, mais il faut quand même quelqu'un pour jouer, jouer le bon rôle. Au niveau de l'Assemblée nationale également, on a... Je crois que c'est cette législature ou la législature de Ngwedi, ils ont fait un genre de déclaration tam-tam où ils ont fait écrire dans la presse qu'ils sont allés déclarer leurs biens, mais ça n'a jamais été rendu public et ils ont dit non, que la loi ne leur a jamais fait exigence de rendre public. Non, maintenant qu'ils ne le rendent pas public, moi je pose toujours le problème. Si on n'a pas des éléments de comparaison, si le constituant ou le législateur a imposé aux acteurs, ceux qui gèrent la chose publique, d'aller faire la déclaration de leurs biens à l'entrée et à la sortie, c'est pour qu'on puisse savoir si ce qu'ils ont gagné dans l'intervalle qu'ils ont géré là, est-ce que ça leur permet de faire la réalisation qu'ils ont eu à faire à la fin.
Je crois que c'est cet élément de comparaison que nous avons. Maintenant, si on ne sait pas ce que vous avez à l'entrée et qu'on ne sait pas ce que vous avez à la sortie, on ne peut pas savoir si, entre-temps... Voilà, pour moi, il revient à chaque institution de jouer son rôle. Il revient à la Cour constitutionnelle ou à la Cour des comptes de jouer son rôle par rapport à cet aspect de la gestion de la chose publique. Et je crois que il reviendra peut-être aussi au président de la République d'accompagner ces institutions de contre-pouvoir dans leur exercice. Non, déjà qu'il faut qu'il donne l'exemple. Parce que, déjà qu'il faut qu'il donne l'exemple, parce que la loi lui impose également de le faire. Si lui le fait, si le président le fait, là je crois qu'il aurait prêché par l'exemple. Si le président de la République le fait, et je crois que c'est ce que le général Mathieu Kérékou à son âme a fait, si le président de la République publie, je crois que par l'exemple, il allait permettre aux autres aussi de le faire. Je ne vois pas le président de la République faire. Nous n'avons pas la preuve qu'il ne l'a pas fait. Non, je n'ai pas dit déclaration. Il a peut-être déclaré, c'est bien, mais je dis publiquement. Bon, d'accord, ok, je vois. Voilà. Non, mais je voudrais finir. Je voudrais finir parce que Gaspard m'a toujours bon, ce n'était pas le débat. D'aller. C'était un petit aspect donc, de la question. Parce qu'on a choisi de parler de transpirer. C'est pour dire qu'il y a quand même des informations qui ne favorisent pas les explications du porte-parole du gouvernement. Parce que lorsque la Cour constitutionnelle déclare qu'elle a demandé, par exemple, qu'on lui fournisse des informations par rapport à ce que gagnent les ministres ou les membres du gouvernement et qu'elle n'a pas pu avoir ces informations-là, je crois que ça n'arrange pas. Et la dernière fois, et peut-être c'est ce qui justifie la sortie du porte-parole du gouvernement, la dernière fois, les syndicalistes en ont fait aussi leur plat de résistance pendant cette rencontre-là avec le président de la République. Et je crois que c'est peut-être ce qui justifie de plus en plus cette avalanche d'explications du gouvernement, parce que le président de la République, à cette rencontre, lui-même avait tenté donc d'expliquer ce que gagne aujourd'hui. Mais le président n'avait pas cité, n'avait jamais dit que c'est sur la base donc, du décret que son prédécesseur lui a laissé qu'il paye aujourd'hui ou que les membres... C'était 1 million quelque chose. Les membres, c'était 1,5 million. Moins 1,5 million. Donc, et les préfets sont à combien? Aidez-moi. Non, ça veut dire que les ministres gagnent moins que les préfets. Il serait quand même important, oui, qu'on connaisse vraiment quel est ce décret-là qui est appliqué sur la base duquel les membres du gouvernement et les directeurs de cabinet et autres sont payés. De toutes les façons, ils n'ont qu'à bien faire le travail. C'est le plus important. Peut-être ça va être mon tour demain ou votre tour, mais pourquoi pas. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si c'est votre tour, on va exiger de vous la déclaration. Quelle déclaration? Publique, hein? Si ceux qui sont la caméra de Guérite sera la première à être posée. Nous allons passer à un autre sujet à présent. On reste toujours avec le chef de l'État, Patrice Talon. Rencontre donc entre le numéro 1 des Béninois et les responsables des fédérations sportives. La famille Adjamossi, elle est sportive. Jusqu'aux os. Non, vous savez ce qui me fait rire, vous savez ce qui a motivé la rencontre? Non. C'est quoi? C'est les Marocains. Ils étaient en demi-finale de la Coupe. Ils étaient en demi-finale. Parce que le chef d'État l'a dit. C'est pas l'exemple, c'est ce qu'il a commencé par dire. Parce qu'il a regardé au moins le mondial. Le chef d'État a regardé la télé, quoi. Il a regardé le mondial, donc il a vu la prestation des Marocains qui étaient en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc il a estimé que le Bénin aussi doit faire des efforts. Et je crois que dans sa réflexion, il a dit qu'il y a peu de pays africains, enfin, oui, qui honorent le continent à l'international, que c'est presque les mêmes noms, si ce n'est pas le Cameroun, c'est le Maroc, et qu'il a envie peut-être que le Bénin soit peut-être cité dans un proche avenir ou dans un... Je ne sais pas. Mais il a appelé les gens, je ne sais pas, ils ont discuté. Et ils ont pris des engagements, ce n'est pas seulement de football, ils ont discuté d'athlétisme, de hand, de volley, et ainsi de suite. Et je crois que, tel qu'il a parlé, il est en train de baliser le terrain et pour que le Bénin puisse devenir une grande nation de sport. Maintenant, des discours à l'acte, à l'action, il y a un véritable fossé et je crois que
c'est peut-être la mise en œuvre de tout ce qui a été retenu là qui permettra au Bénin. Mais c'est déjà heureux que le Bénin, parce que c'est peut-être là que ça part, je vais dire. Le Bénin est déjà candidat pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec le Grand Nigeria. Et pour la petite observation que j'ai eu à faire sur une vingtaine de stades qui vont abriter, qui sont proposés pour abriter les rencontres, je crois que le Bénin n'a proposé que 2 stades. Je crois qu'on doit faire davantage d'efforts parce que si le Bénin doit abriter une CAN, en principe, si on prend un stade à Cotonou, il faut quand même qu'on prenne un stade à Parakou, à Natitengu. On ne peut pas prendre un stade à Cotonou et prendre un stade à moins de 30 km de Cotonou. Je crois que quelque part, c'est priver une partie du pays de cette grande fête du football que le Bénin. Oui, également, l'autre piste d'atterrissage. Il faut penser à tout ça. Parce que les gens ne vont pas quitter Cotonou quand même. Avec leur véhicule. Hein, et là, vous parlez de l'aéroport de Tourou. L'aéroport de Tourou. Le fameux aéroport de Yaïboné et de Gbadamassi. C'est l'aéroport du ministre des Infrastructures aussi. Robin. Il est parti, il est revenu. L'aéroport qu'il a fait partie. Il est fort quand même. Hein. Bien sûr. En tout cas, il fait partie des grands ministres, des bons ministres du gouvernement. Absolument. Ah oui, parce qu'il doit être très proche du patron là. Parce qu'on te sort et on te ramène. Non, même s'il n'est pas proche du patron. Comme Kassa à l'époque. Il est compétent. Il est compétent. Comme Kassa à l'époque. Non, Kassa, lui, c'est allé à gauche. À gauche, il s'est allé à droite. Quand on va à droite, je ne sais pas si Robin fait faire ça. Achille Osso rencontre Talon, responsable des fédérations. Oui, et j'ai noté d'abord une chose, c'est le bon orgueil, l'orgueil positif du chef de l'État à dire qu'il faut que le Bénin aussi fasse comme le Maroc, comme les grands pays footballistiques du continent africain. Pourquoi pas? Je crois qu'on devrait se lancer ce défi. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui a commencé. C'est la volonté du pouvoir à améliorer les choses dans ce domaine-là, à mettre les moyens comme cela se doit. Même si nous n'avons pas encore de grands stades, de stand-in international qui dépassent 2. Et je crois quand même que les petits stades qui sont arrangés est aussi une participation à cette volonté de voir les choses changer véritablement dans le domaine du football dans notre pays. Qu'on le veuille ou non, le football, c'est une bonne diplomatie. C'est une bonne diplomatie parce que pour cette seule participation, quand on cite votre nom, déjà la Coupe du Monde, c'est des milliers des milliers de personnes à travers le monde qui cherchent à savoir c'est où le Bénin, c'est où le Cameroun, c'est où le Maroc, surtout pour avoir fait cette prestation extraordinaire pour la première fois depuis que les pays africains participent à cette coupe-là. Je crois que le Maroc s'est donné encore plus de la visibilité sur le plan diplomatique et je crois que cela, le Bénin aussi peut en rêver et c'est pourquoi j'ai loué cette rencontre-là du chef de l'État avec les acteurs du monde du football. Il revient maintenant que ceux-là travaillent véritablement à accompagner cette volonté du pouvoir, cette volonté du gouvernement et que le ministre travaille encore davantage à révéler le football et tous les sports en général, parce que qu'on le veuille ou non, c'est vrai, le football est le sport roi, mais les autres sports aussi quand même ont une certaine importance dans l'éclosion ou dans l'émergence d'une nation. Je reste toujours avec vous, Achille Osso. Violence sur nos stades, les arbitres de Ligue 1 en grève. Je ne sais pas. C'est pas au lendemain ou 48 heures après la rencontre avec le chef de l'État ou en tout cas quelques jours après cette rencontre. Bon, je crois que les arbitres, d'abord, ont le droit de poser leurs difficultés, ont le droit donc de dire ce qui ne va pas. Le problème, d'abord, c'est la proximité que nous voyons souvent entre des spectateurs avec l'aire de jeu. Et il faut qu'on travaille véritablement à éloigner les spectateurs, ou bien comment on les appelle, c'est
comment vous appelez ceux qui vont au terrain pour suivre les matchs? C'est les spectateurs. Oui, à éloigner les spectateurs de l'aire de jeu des joueurs et des arbitres. Et il faut aussi travailler véritablement à sécuriser. Je sais que lorsqu'il y a match, on envoie les éléments du commissariat, les éléments de la police qu'on appelle sur les stades, d'abord pour veiller sur la sécurité de tout le monde, mais aussi et surtout des joueurs, de l'encadrement et des arbitres. Je sais que quelque chose a souvent été fait dans ce sens-là. Mais bon, est-ce qu'il faut renforcer? C'est ça maintenant la véritable question. Mais ce que je ne comprends pas, est-ce qu'il faut aller en grève pour se faire vraiment entendre? C'est ça la véritable préoccupation que j'ai par rapport à ce mouvement des arbitres, parce que ça freine l'élan, hein, le nouvel élan qu'on veut imprimer à notre football, si c'est les arbitres qui... Et encore, eux-mêmes, les arbitres eux-mêmes, est-ce qu'ils se regardent dans le miroir? Parce qu'ils font aussi partie des problèmes de notre football. Ils ne sont pas souvent crédibles. Leur volonté est souvent la loi sur le terrain. Et donc, à leur niveau aussi, il faut quand même qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils se disent la vérité avant d'aller sur les stades, parce que souvent, c'est eux-mêmes qui gâtent la fête sur les stades. C'est eux-mêmes qui sont à l'origine des violences. Il faut qu'ils soient un peu quand même crédibles, un peu objectifs dans leur sifflet, dans les appréciations qu'ils font donc des différentes prestations ou des différents jeux sur le terrain. Hein. Et pas du tout. C'est le constat d'un observateur. D'un philosophe. Oui, Gaston Diamossi, nous sommes à la fin de l'émission, mais... Oui, je vais finir par... Oui, voilà. Je vais commencer par là où Achille a fini, parce que c'est ce genre de raisonnement que moi je n'aime pas. Souvent on dit que l'arbitre est le seul maître du terrain. Et quand l'arbitre dit, c'est qu'il faut respecter. Maintenant, l'arbitre est un homme, il peut se tromper. Ce n'est pas parce que l'arbitre se trompe qu'il faut le tabasser. Parce que j'ai l'impression que... Achille a dit qu'eux-mêmes, ils font des erreurs. C'est des hommes. Il faut qu'ils se trompent rarement. Bon, je crois qu'ils se trompent rarement. Et je crois que ce qui a amené les arbitres à faire ce que nous appelons grève, en réalité, c'est parce qu'un de leurs a été brutalisé, je crois, à Bembereke. Et si l'intégrité de l'arbitre est menacée, accepter que l'arbitre refuse de siffler, c'est ce que nous appelons grève en réalité. Ce n'est pas qu'ils font autre chose. Mais je crois que si sa sécurité n'est pas garantie, il peut refuser de monter sur le terrain. C'est cela qui nous amène à poser un certain nombre de questions. Comment s'organise notre championnat? Est-ce que les conditions sécuritaires sont réunies pour que eux, spectateurs et footballeurs et arbitres, que tout cela se sentent en sécurité? Non, très souvent. Parce que ce que je sais, c'est que quand les éléments de la police ne sont pas sur le terrain, le match non, mais écoutez, si pour 5 000 spectateurs ou pour 10 000 spectateurs, on envoie deux policiers avec un bâton. Deux policiers avec un bâton. Donc, ils n'ont même pas deux bâtons. Non, disons avec deux bâtons, un policier avec un bâton. donc c'est vrai, je crois qu'il y a ce type de questions-là. Et à part ça, pour terminer, le chroniqueur, pas le chroniqueur, l'analyste maison Charles Alban Daoui en parlait cette semaine par rapport à cette colère du chef de l'État en ce qui concerne l'état de nos stades. Le patron est fâché. Non, écoutez, on nous a mis 22 stades, je crois que stade omnisport en plus, même si ce n'est pas aux normes de la FIFA, je crois que c'est déjà un air qui peut permettre à beaucoup de jeunes de s'exprimer, à beaucoup de talents d'éclore. Et je crois que si l'État fait cet effort phénoménal et met ces infrastructures-là en place, la moindre des choses, c'est que ces infrastructures-là soient entretenues, tout au moins par les communes qui les abritent. Et je crois que c'est une saine colère du chef de l'État. Ça va en bénéficier, je crois. Non, je suis sérieux, Gaston. De SAS et SAKT. Vous savez, il y a quelque chose qu'il faut refuser même aux dirigeants des équipes. C'est d'amener de l'eau en sachet sur les stades.
c'est le pire water ou bien. Oui, et c'est ça. C'est en fait. C'est la politique. Non, mais écoutez, ce n'est pas forcément. Non, c'est d'abord la politique de ses moyens. Si le monsieur n'a l'argent que d'un sachet de pierre, vous allez lui demander. Comment vous appelez votre bouteille Happy Water? Comment vous pouvez me dire qu'une équipe ne peut pas acheter 12 ou 22 bouteilles de Happy Water pour aller sur un stade? Quand même, vous aussi. Bon, il faut laisser acheter. Les équipes n'ont pas suffisamment ces moyens-là. Et parfois, quand un joueur se blesse, c'est avec ça que les soigneurs non, sur le terrain. Les équipes ont le financement public aujourd'hui. On ne peut plus me dire qu'il faut. On regarde dans la poche du dirigeant, du promoteur de l'équipe aujourd'hui pour que l'équipe fonctionne. Il y a du fonctionnement, il y a du financement public qui accompagne les équipes aujourd'hui. Et je crois que si on s'organise, on peut quand même faire. On peut même venir vous voir pour. Non, je ne dis pas non. Ce qui est sûr, même si on ne va pas faire sur nos stades, encore qu'il y a les spectateurs qui peuvent ajouter. Il faut peut-être déposer, ou bien, bon, ou bien à la rigueur, on dépose les poubelles. Je crois qu'il y a une loi qui a interdit. Non, ce qui est sûr, vous allez sur les stades, ce que vous voyez d'abord en tant que déchets, c'est les sachets. D'abord les sachets. Bon, maintenant, peut-être qu'il faut poser des poubelles sur les stades et à la fin, on charge quelqu'un donc d'entretenir et chaque équipe donne quelque chose pour ça et on remet le terrain au. Mais n'interdisez pas le bon, je comprends. Il y a d'autres problèmes. Bon, je suis. Alors, c'est terminé pour cette année 2022, le dernier numéro de notre émission. Charles Alban Daoui, venez avec nous. Voilà, et Latifat Kouenou. Mais vous êtes vraiment beau, hein? C'est quoi? Vous préférez rester à côté de monsieur Ayamosi? La comptable venait. Vous alignez les calvities de l'autre côté. Monsieur Patrice, mais qu'est-ce qui vous concerne avec... Non, mais... Voilà. On n'achète pas ça. Hein. Ah, madame. Est-ce que là vous êtes là? C'est dans son enfoncement. Venez. Comme elle est lancée là. Non, mais la voit même pas. Elle est dans le pic. Très élancée. Non, c'est parce qu'on veut voir, donc il faut enlever. Voilà. Il est convidé. Bon, les gars, c'est terminé pour cette émission. On vous présente déjà l'équipe de la maison. Ça ne reste plus qu'Abiou, homme tout terrain. Il doit être celle qui est à Parakou. À Parakou, Fauzia. Exactement. Oui, Charles Alban Daoui, vous avez 10 secondes pour dire quelque chose. Non mais bon, est-ce qu'on a quelque chose de particulier à dire? Si donc de remercier déjà les internautes qui nous suivent pour leur fidélité également. Vous savez, c'est pas facile le travail que nous faisons. Remercier toute l'équipe qui chaque jour quand même se met à la tâche pour que nous puissions tenir le programme, puissions respecter bien, les engagements que nous avons pris vis-à-vis des internautes. Et donc par anticipation, on souhaite tous nos meilleurs vœux aux internautes et à toute l'équipe. Alphonse Boton, un petit bonjour, approchez-vous, mais ils vont nous dire. C'est grâce à vous. Merci, venez, on va dire que c'est grâce à vous. Il aime le bouton, il n'aime pas le micro. Madame, un petit bonjour. Dites. Oui. Non, nous n'allons pas nous répéter, le Rachel a déjà tout dit. Nous remercions nos chers amis internautes pour leur fidélité et restez toujours connectés sur Directive Monde. On va pas quand même partir sans donner la parole à la plus grande de la maison. La plus élancée, bien évidemment. Ah oui, comme l'a dit la SR et puis le Red Chef, nous souhaitons bonne fête à chacun et à tous et merci de toujours nous préférer. Directive Monde. Patrice Aéronton, on a besoin de votre visage. C'est de la maison. Oui. Juste souhaiter heureuse année à tout le peuple béninois et à nos amis internautes. Et... À ton épouse. Mais dites que la maison a besoin de l'argent. Est-ce que c'est vous? Ah. Vous restez caché pour prendre de l'argent. Voilà, monsieur Romeo, c'est bon? Ça peut aller.
Voilà, c'est donc terminé pour ce numéro. Avant de... Vous voulez que je dise quelque chose? Voilà. Le vieux père. Ce que je vais dire, c'est... Moi, je ne veux pas faire de vœux pour des gens, parce qu'il paraîtrait que pour faire des vœux, cette année, il faut aller devant un notaire et certifier les vœux. Pour que la personne soit sûre que vos vœux vont se réaliser. Donc, je ne veux pas faire de vœux. Je vous laisse le choix de le faire à notre place et devant un notaire, bien entendu. Oui, l'homme d'avant pour... Vous avez tout le pouvoir. Vous avez tout le pouvoir de parler au nom du plateau. Merci à vous, merci à toute l'équipe de réalisation, l'équipe de la rédaction conduite par Charles Albin Daoui, du côté du commercial Isabelle Avancet. On va vous dire une phrase encore, merci à vous, vous qui nous regardez chaque fois et toutes les fois. C'est définitivement terminé pour les grandes contradictions de ce 29 décembre 2022 pour le compte de cette année. Et on va se retrouver vendredi prochain, c'est-à-dire l'année prochaine pour le premier numéro. Pour le Je crois que le vendredi, c'est le 30. Le 30. Ah oui, le 30 du mois. Le 30, voilà, nous sommes le 30. Toutes mes excuses. Voilà, bon, vous n'êtes pas pressé que l'année finisse. Je ne suis pas pressé. Voilà, merci beaucoup et à vendredi prochain. Et bonne année à toutes et à tous. Au revoir. Non, rendez-vous en 2023. Rendez-vous en 2023. À l'année prochaine. Bon. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.